Si le Rendez-vous Tech vous distrait, vous amuse ou vous informe, n'oubliez pas que vous pouvez le soutenir financièrement avec Patreon sur patreon.com/rdvtech. C'est le seul moyen de financement de l'émission, donc c'est grâce à vous que l'émission existe. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Jordan Ngata, Eki Langhar, Damien Villa, Jeff Lebrun, Olivier Jandel, Simon et Nolan Rigaud. Merci à vous tous de soutenir l'émission et de lui permettre d'exister. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet, gadgets, toutes les semaines. Je suis Patrick Béja. Aujourd'hui, on va vous parler d'impressions que j'ai sur des appareils que je viens d'acquérir. Le Xiaomi Mi A1, un smartphone très bon marché mais d'assez bonne qualité. Le Google Home Mini, l'Oculus Go. Et puis après, on passera aux news traditionnelles, des informations sur ce qui se passe chez Microsoft, ce qu'ils ont de prévu au niveau matériel pour les prochains mois, voire les prochaines années, et puis des petites news et rumeurs qu'on a comme d'habitude. Et pour m'accompagner dans cette aventure technologique, j'ai le plaisir de recevoir Marion. Comment ça va, Marion ? Eh ben écoute, la forme, contente d'être là, contente d'être de nouveau dans l'émission pour tous ces sujets intéressants. N'est-ce pas ? Bon, intéressant, on espère en tout cas. Il y a des bonnes choses quand même du côté de Microsoft, ça va être sympa comme discussion. Ouais, il y a des choses qui sont... Bon, on va vous laisser comment dire, on fait juste ce petit teaser et puis on vous laissera découvrir ça juste après. Alors, on va se lancer peut-être immédiatement, sans autre forme de preview. J'ai acquis plusieurs petits appareils et vous savez, dans cette émission, on fait pas vraiment de tests de produits, hein, c'est pas le but, mais de temps en temps, quand on a des nouveaux appareils intéressants, j'aime bien vous en dire quelques mots. Et c'est l'occasion aujourd'hui avec le Xiaomi Mi A1, le Google Home Mini et l'Oculus Go, comme je le disais. Et le Xiaomi Mi A1, je voulais commencer avec ça parce que j'avoue que je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je suis hyper impressionné par cet appareil. C'est un smartphone donc de la marque chinoise Xiaomi, dont on a parlé à plusieurs reprises ces derniers mois parce qu'elle arrivait en France au mois de mai, je crois, ou début juin. Donc il vient d'arriver, ça devait être au mois de mai. Et le Mi A1, c'est pas un flagship, c'est pas un appareil même, je dirais a priori milieu de gamme, puisque c'est un smartphone sous Android à moins de 200 €. On peut même le trouver à 150 € si on cherche bien. Et là, forcément, Marion, tu te dis, mais attends, Patrick, qui a un iPhone 10 qu'il adore, forcément, on lui donne un petit téléphone à 150 €. Ça va être une sorte de cale pour une table pour lui. Non, mais je suis intriguée. Depuis combien de temps tu l'as ? Alors, je viens de le récupérer il y a quelques jours à peine, donc c'est vraiment des impressions, des premières impressions, comme pour tous les appareils dont je vais parler là. Mais a priori, toi, si je te dis téléphone Android à 150 €, tu penses à quoi ? Genre, quelles sont tes premières idées qui te viennent à l'esprit ? Moi, la première question que j'aurais, c'est la surcouche. Ah, d'accord. Comment ça se passe, c'est quoi l'expérience? Parce que après, je prends pas beaucoup de photos avec un smartphone, donc ça me gêne pas qu'il y ait des compromis de ce côté-là, parce qu'il y aura forcément des compromis. Mais le premier critère, moi, c'est la qualité de la surcouche. Eh ben écoute, c'est justement une excellente question parce que pour un téléphone Android, j'en avais testé avant, mais là c'est mon premier vrai Android. Eh ben figure-toi que c'est un téléphone Android One, qui est cette initiative de Google qui essaye de faire des partenariats avec des constructeurs pour des Android bon marché, mais avec l'expérience Android pure. Donc c'est la surcouche, il y en a pas. C'est juste Android comme on pourrait l'avoir sur un Nexus, quoi. Ah donc, là tu me donnes envie là, vraiment c'est un je très fais très vibrer bon point. ton cœur, c'est ça? Oui. Eh ben écoute, franchement, comme je le disais tout à l'heure, je suis hyper impressionné. Pour résumer mes impressions sur ce téléphone, alors oui, moi j'aime beaucoup mes téléphones super haut de gamme.
Mais si je devais utiliser que ce téléphone comme mon téléphone principal, si demain, tu vois, il y avait une épidémie comme dans un film de comment dire d'apocalypse, de zombies, et tous les téléphones du monde se faisaient infecter par un virus qui les désactivait, à part les téléphones à moins de 200 €, eh ben franchement, ce Xiaomi-là, je serais pas du tout malheureux de l'utiliser. C'est, pour le prix bien sûr, mais même comme téléphone tout court, une expérience hyper satisfaisante. Alors oui, comme tu l'évoquais, il y a évidemment des compromis. L'appareil photo est pas le plus incroyable, même au niveau du processeur, c'est pas le plus rapide qui soit. On a l'écran qui est pas un bel écran OLED, c'est un écran LCD de qualité quand même correcte, hein, il est assez brillant, il est assez lumineux. Mais bon, c'est vrai que c'est pas un écran OLED ou même un écran LCD de super qualité comme on peut trouver sur les téléphones très haut de gamme. Mais franchement, un téléphone comme ça, moi j'aurais pensé qu'il coûterait, que ça serait un milieu de gamme, et encore un milieu de gamme des téléphones qui sont un petit peu bon marché, mais qui offrent une expérience bonne pour le prix. Et là, il est à la moitié du prix d'un téléphone auquel je penserais à 400-500 €, même encore moins. Ouais. C'est une expérience Android complètement pure. Il y a donc un appareil photo qui a un double objectif, donc qui est quand même, bon, oui, c'est pas les meilleures photos que vous aurez sur téléphone, mais c'est bien mieux que ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années encore comme téléphone. Enfin, il y a, je sais pas, 5 ans, on avait quand même des appareils qui faisaient pas des super photos. Là, on est mieux que ça. L'écran, il est très agréable à regarder. Il y a même un lecteur d'empreintes digitales. Alors, il est au dos, hein, c'est un petit peu, c'est ce format qui est un petit peu chiant pour trouver le truc quand on essaye de l'ouvrir, mais il marche très bien. Il a une double SIM en plus si vous voulez utiliser 2 cartes SIM. Franchement, j'ai du mal à le décrire autrement que dire simplement c'est un super téléphone. Oui, pour le prix, mais même c'est un super téléphone pour un milieu de gamme. C'est un très bon milieu de gamme, j'ai l'impression. Alors, bon, peut-être qu'aujourd'hui, les milieux de gamme sont encore meilleurs, mais pour ce prix-là, je suis estomaqué par la qualité. Il y a des petits trucs, genre quand on passe d'une orientation à l'autre, c'est pas une super animation, c'est juste, ça passe directement d'une orientation à l'autre, c'est un flash et puis voilà, on est sur l'autre. Ouais. Mais oui, c'est un super bon téléphone Android avec tout ce qu'on peut vouloir du téléphone Android. Et j'aurais jamais pensé qu'un téléphone à ce prix-là pourrait fournir ce genre d'expérience, quoi. Petite question. Tu l'as testé dans quel contexte? T'as vraiment changé de téléphone pour, disons, les quelques jours, ou ton vraiment premier téléphone c'était le Xiaomi, ou tu l'as utilisé à côté de ton iPhone 10? Alors, j'avoue, je l'ai utilisé à côté de mon iPhone 10. C'était des sessions de test de quelques heures à chaque fois, mais parce que bon, pour tout un tas de raisons, mais je l'ai quand même utilisé assez intensivement pendant ces quelques heures. Donc, je peux vraiment te dire comment il fonctionne, quoi. Et j'ai utilisé par exemple avec Android Home, Google Home avec mon Google Home Mini pour faire le setup du truc. J'ai même utilisé un jeu. J'ai essayé un petit peu PlayerUnknown's Battleground mobile. Alors oui, bien sûr, les graphismes sont pas super beaux. On met en qualité la plus basse possible et l'affichage se fait pas avec une fluidité incroyable, mais ça tourne et ça tourne parfaitement bien. C'est tout à fait jouable. Donc, et tu as testé les appels, parce que je pose cette question, ça peut sembler un peu bizarre, mais dans certains smartphones, on a l'impression que les constructeurs oublient la première fonction qui est de passer des appels sur un smartphone, et du coup la qualité sonore est pas au rendez-vous. Est-ce que là tu as testé un petit peu? Non, j'ai pas testé les appels. J'ai testé, regarder YouTube, tout bêtement, avec les haut-parleurs de l'appareil lui-même. Et franchement, c'est pas mal du tout. Bon, là, ça va pas vous dire grand-chose, mais là, je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube et la qualité est assez correcte. Ouais. Voilà. On entend, je sais pas si... Ouais. C'est une vidéo, hein, c'est pas de la musique, mais évidemment de la musique vous l'écouterez avec les écouteurs.
Mais surtout, les appels, pour moi, c'est un élément assez... enfin, que j'utilise pas énormément dans mon téléphone aujourd'hui. C'est une utilisation assez accessoire du téléphone. Donc, même si la qualité est pas forcément au rendez-vous, et je pense que là, elle l'est, oui, on n'a pas le son super clair qui enlève les bruits de fond, etc., peut-être, mais il n'empêche que c'est pas hyper important parce que le téléphone. Moi, je pense à des gens qui veulent acheter un smartphone à leurs enfants ou tu vois qui sont relativement jeunes. T'as pas forcément envie de mettre 600 ou 700 euros de téléphone dans les mains de ton Tout à fait. enfant de 12 ans. Donc ça pourrait. Enfin, c'est une solution miracle quoi. Donc voilà. Je vais pas passer non plus 2 heures sur le Xiaomi, mais je suis vraiment, vraiment impressionné par cet appareil. Et si tous les téléphones de la marque Xiaomi sont de cette qualité, je comprends qu'ils connaissent le succès qu'ils ont. C'est limite. Alors ensuite, ça va relancer le débat. Pourquoi payer plus cher pour un téléphone ? C'est-à-dire que je pense qu'il y a 5 ou 6 ou 7 ans, quand on achetait un téléphone très très cher, eh ben on avait une expérience qui était vraiment différente d'un téléphone très bon marché. Aujourd'hui, c'est vraiment des petits trucs, des petits avantages de luxe en plus qui sont sympas à avoir, mais qui sont pas le cœur de l'expérience elle-même. Donc, Oui, l'écart entre l'entrée de gamme, moyenne gamme et haut de gamme a tendance à se resserrer sur pas mal de points. Après, comme tu le disais, l'appareil photo, c'est souvent là où il y a quand même pas mal de différences, mais c'est pas crucial pour tous les utilisateurs. complètement, complètement. Et je comprends qu'il y ait des gens, dont moi, qui veulent avoir le meilleur appareil photo possible, parce que là, tu te dis, c'est l'argument du cœur, tu vois, c'est des photos que tu vas garder pour toute la vie. Là, j'ai les photos de mon enfant qui, tu vois, qui vient de naître et je veux les garder, je veux avoir les meilleurs possibles. Mais c'est ce genre de questions qui viennent se poser. Et l'écart, c'est complètement resserré. On a des avantages comme l'écran. Bah oui, un écran OLED ou Super AMOLED que tu vas avoir sur un Galaxy S9 ou sur un iPhone 10, ça va être un super bel écran. Mais franchement, tu vois très bien sur un téléphone de ce type-là. Et quand tu vois que tu vas le payer 5 ou 10 fois moins cher, oui, ça fait vraiment réfléchir si c'est pas un truc que tu adores. Si ton téléphone c'est pas ta vie, bah je peux comprendre qu'on se dise non mais t'es fou, pourquoi tu vas aller payer 1 000 euros pour un truc comme ça, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, tu l'as très bien signalé. Quand on cherche un smartphone pour ses enfants, pour son ado, etc., où il n'est pas encore hyper consciencieux de ses affaires, ou à l'école, quand on est un peu bousculé, etc., ça peut arriver d'avoir des accidents plus souvent que lorsqu'on travaille. C'est un bon, ça a l'air d'être un objet assez performant pour ce qu'on lui demande de faire, quoi. Complètement. Donc voilà, je suis sûr j'imagine qu'il y a d'autres téléphones dans cette catégorie avec la même qualité, mais celui-là, en tout cas, il a mon sceau d'approbation, le sceau validé par Patrick, quoi. C'est le Xiaomi Mi A1 et c'est un téléphone Android One, donc comme on disait, pure interface Android. Et il existe dans pas mal de couleurs, j'ai l'impression, là. Je suis en train de regarder Ah oui. un petit peu. Moi, j'ai pris la version noire parce que, tu vois, je suis quelqu'un de très classique. Non, mais c'est indémodable. Exactement. C'est comme moi. C'est comme le rendez-vous tech. L'autre appareil dont je voulais parler, c'est le Google Home Mini. J'en avais parlé un petit peu la semaine dernière où je disais j'avais eu des problèmes pour le mettre en route, il y avait des petits soucis. En fait, il s'avère que c'était un problème avec iOS, la dernière version d'iOS a cassé un truc dans Google Home, dans l'application Google Home. Donc, il fallait faire une opération un petit peu compliquée que Google, quand j'ai appelé leur service client, m'a très gentiment expliqué. Et donc, j'ai pu maintenant le mettre en place et l'utiliser, et je l'utilise avec mon Chromecast, enfin avec mon compte Google. Pour ceux qui savent pas, j'en parlais un petit peu, je suis vraiment dans l'écosystème Google. Il y a des gens qui me disent, enfin moi j'utilise vraiment les 3 grands services ou systèmes d'exploitation. Je suis vraiment sur Apple, Microsoft Windows, voilà, j'en perds le nom, Windows et Google. Tous les services que j'utilise, mail, calendrier, Maps, enfin, etc., tout ça, c'est Google. Documents, donc je suis vraiment dans l'écosystème Google aussi. Et donc, j'ai commencé à utiliser ce petit appareil. Et d'abord, l'appareil en lui-même, il est minuscule, ça coûte une 50aine d'euros, il est tout petit et il comprend vraiment ce qu'on dit quand on parle à voix normale, voire même à voix basse,
dans une pièce de taille normale, c'est pas du tout un truc où il faut se diriger la voix vers le truc et parler distinctement. Non, il comprend parfaitement bien. Et le volume, moi j'ai dû le baisser genre au tiers pour pas que ça m'explose les oreilles. Et la qualité du son, pour un petit truc comme ça fait la taille de... je sais pas, ça fait la taille d'une petite soucoupe pour une tasse, quoi. C'est tout, même pas, c'est plus petit que ça. De ton trackpad de Mac, peut-être, un peu plus petit. Ouais, à peu près, voilà, à peu près. Et il fait, tu l'entends vraiment, mais à fond dans toute la pièce. Si tu te mets à jouer de la musique, alors encore une fois, c'est pas une super qualité, c'est la version mini du Google Home. C'est même pas le Google Home normal, ni le Google Home Max, c'est le Google Home Mini. Oui, tu vas pas vouloir écouter de la musique toute la journée dessus, mais il n'empêche que c'est quand même un truc que tu vas entendre super bien et qui est parfaitement utilisable. C'est pas que tu vas devoir tendre l'oreille. Donc, au niveau matériel, ça marche super bien. Au niveau service, comment dire ? J'avoue que je suis un petit peu perplexifié par ce que me disait Cédric la semaine dernière. Il me disait « Ah, c'est devenu indispensable, on s'en sert tout le temps, il est hyper utile pour tout, on pourrait plus vivre sans. » Moi, j'ai pas du tout eu la même expérience. C'est vraiment un truc où, disons que tu peux lui demander quel temps il fait, tu peux lui demander quelles sont les infos pour la journée, En fait, tu lui fais des petites requêtes Google qui sont trop simples pour que tu aies besoin de t'emmerder à sortir ton téléphone. Et oui, souvent, il va pouvoir trouver la réponse que tu veux. Parfois, quand même, il va pas comprendre ou il va pas savoir ce que tu veux. Mais, c'est Google Assistant, quoi. Mais c'est vraiment des requêtes assez basique que tu peux lui demander, et je suis pas convaincu que... alors, je vais continuer à l'utiliser, mais je suis pas convaincu que je vais lui trouver une utilité aussi importante que ce que disait Cédric la semaine dernière. Et alors, cette semaine, il y a l'Apple... comment il s'appelle ? Apple... le iPad... AirPod, non. HomePod, voilà, merci Marion. Le HomePod qui est disponible, et Alexa, le Echo qui est sorti la semaine dernière. Le Echo, je le recevrai la semaine prochaine. Donc, je testerai ça aussi. Mais je pense que il y a quelqu'un qui me disait ça dans les commentaires de l'émission. Ouais, vous êtes hyper dur avec Siri, ça marche quand même pas trop mal. Et du coup, maintenant que j'ai utilisé un petit peu plus sérieusement Google Home Mini, oui, il est mieux, il fonctionne mieux, il comprend plus de trucs, mais c'est pas... on est un petit peu dans ce contexte des téléphones. On disait l'écart s'est resserré. Je sais pas si c'est resserré ou s'il était très grand avant ou s'il était plus petit, mais... En tout cas, l'écart est moins grand que ce que je pensais. J'avais pas vraiment utilisé Google Assistant intensément jusque-là. Et bon, oui, ça marche un petit peu mieux que Siri, mais c'est pas non plus qu'il répond à toutes mes questions alors que Siri ne répond à aucune. Donc, je suis un petit peu perplexe avec ces assistants. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué à évaluer en tant qu'utilisateur sur ce type d'objet, c'est l'éventail des possibilités qu'il t'offre en termes de requêtes. Qu'est-ce que tu peux faire avec ? Déjà avec Siri, c'est un problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment jusqu'où on peut aller pour lui demander des choses, et déjà il faut savoir un petit peu, ok, est-ce que ça il va comprendre si je lui demande ça ? Est-ce que la météo, ça facile. Est-ce que si je lui demande le programme télé de ce soir, est-ce qu'il va être capable de me le trouver ? Ce genre de choses. Et comme c'est des assistants vocaux, par définition, il n'y a donc pas d'interface visuelle où on va pouvoir choisir dedans ce qu'on veut et avoir une idée de quel type de contenu on peut se reposer ou poser la question. Et c'est ça qui est un peu compliqué pour évaluer la différence aussi entre les différents assistants vocaux, parce qu'on ne sait pas l'éventail des possibilités de chaque assistant vocal et qu'est-ce que tu peux demander. Ouais. Ouais, c'est un peu compliqué, je pense. C'est vrai. Alors, il y a l'application Google Home dans laquelle tu peux voir des astuces et il te propose des trucs, mais même ça, effectivement, c'est assez. Si tu prends l'assistant vocal, justement, c'est pas pour aller rechercher tous les trucs que tu peux lui demander dans un annuaire. Et puis, je l'ai connecté à mon Chromecast et donc je me dis, je vais pouvoir lancer des vidéos directement sur le Google Home qui va m'allumer ma télé et il va lancer la vidéo dessus. Alors oui, c'est effectivement possible, mais vas-y pour qu'il trouve la vidéo que tu veux lancer. Tu peux lui dire, et tu lui dis, lance sur YouTube tel truc. Alors déjà, évidemment, 2 fois sur 3, il comprend pas la vidéo dont tu parles. Et puis parfois, il te lance une vidéo de musique
alors que tu vois, il te lance la vidéo avec un morceau de musique alors que tu cherchais autre chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui demandent de la musique. Tu peux lui demander de jouer des podcasts, mais il trouve le bon, c'est un petit peu compliqué. Enfin, je me dis, peut-être que l'Amazon Echo sera très différent et ses cas d'usage seront plus appropriés, mais pour moi, en tout cas, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui me disent « Ah, mais t'es fou, moi j'utilise pour ça, ça, ça et ça, c'est super, je peux plus m'en passer. » Mais clairement, pour moi, c'est pas encore le cas. Donc, Et un petit peu mitigé. tu l'as paramétré en français ou en anglais? J'ai essayé les deux, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il te répond dans la langue que tu as paramétrée, mais il comprend les deux langues. Alors bien sûr, il comprend peut-être mieux la langue dans laquelle tu l'as paramétrée, mais parfois je me trompe de langue, et il répond quand même, même quand je lui pose la question dans une autre langue, donc c'est assez marrant ça. Et quand tu mélanges les deux langues, parce que ça, c'est une Ah oui, remarque que bien j'avais sûr. eue, c'est que quand tu parles en français, mais que tu utilises le nom YouTube, si tu le prononces pas à la française, il va pas forcément comprendre. Ben, ça va à peu près, mais c'est surtout pour les trucs que tu vas chercher sur YouTube. Si tu demandes un Oui, truc en anglais, est-ce qu'il faut prendre l'accent anglais? Est-ce qu'il faut le tout à fait. franciser? Donc ça, c'est encore un problème qui est pas totalement résolu non plus, quoi. Moi, je lui ai demandé de lancer le podcast au hasard, hein, le Rendez-vous Tech. Bon, au début, il m'a lancé un autre truc de business américain dont j'avais jamais entendu parler. Donc bon, c'est c'est pas mauvais, hein, mais c'est juste que par rapport à ce qu'on m'avait promis, je suis un petit peu déçu. Et c'est très personnel. Mais bon, peut-être qu'Alexa sera bien plus performante. Parlons enfin... Petite Oui, bien question, sûr. excuse-moi, avant de finir, je suis curieuse. Où est-ce que tu l'as placé chez toi? Il est dans mon bureau. Alors tout est dans mon bureau hein, en ce moment. J'ai dans la nouvelle maison à la campagne, on a assez de place pour que je me sois fait un bureau et il est dans mon bureau. Donc c'est là que je passe une bonne partie de la journée quand le bébé est pas en train de pleurer et que je m'inquiète, je vais voir ce qui se passe et qu'on a besoin de le réconforter. Mais oui, il est dans le bureau. Ouais. D'accord. Et donc enfin l'Oculus Go, dont j'avais beaucoup parlé au moment de la sortie, donc la nouvelle version des casques Oculus, qui est une version entièrement autonome. On en avait déjà pas mal parlé. C'est un casque dans lequel je plaçais beaucoup d'espoir parce que pour moi, un casque de réalité virtuelle, c'est l'utilisation optimale, c'est quand on n'a pas justement tous les câbles qui vont vers la console ou vers le PC, on n'a pas besoin de brancher 1000 trucs, on n'a pas besoin d'être attaché à notre machine pour l'utiliser. Et là, il est vraiment entièrement autonome, il a 3 heures d'autonomie, mais on le met sur la tête et on est parti, on a une petite télécommande. Euh, et là encore, au niveau matériel, c'est de super bonne qualité. La finition est impeccable, l'aspect c'est hyper sobre, hyper high-tech justement. La petite télécommande, elle tient très bien dans la main. Enfin, au niveau matériel, c'est super bon. La qualité de l'écran est très correcte. Il est hyper confortable sur la tête. Bon, on a l'air d'un abruti, mais comme avec tous les casques de réalité virtuelle, de temps en temps, je le teste et ma femme rentre dans la pièce, elle me dit « Mais t'as vraiment l'air d'un nerd, quoi. C'est Ouais, je incroyable. » regarde les photos, ils essayent de rendre ça un peu en mode Un peu casual, cool, en ouais. mode c'est normal de porter ce genre de casque sur la tête, mais on n'y est pas encore, hein. Non, non, du tout, du tout. Bon, ça, c'est un problème récurrent des casques de réalité virtuelle. Là, disons que c'est moins parce qu'on n'a pas tous les câbles qui partent dans tous les sens, mais il n'empêche, on a quand même l'air d'un imbécile. Mais bon, à la limite, ça, c'est pas très très grave. Le casque est très bien fini. Par contre, là encore, c'était un petit peu, pas la douche froide, mais la douche tiède, on va dire. Au niveau du contenu, eh ben, il y a deux problèmes en fait. D'une part, le contenu est pas très convaincant. J'ai essayé des jeux, les jeux sont bon, moyens. Il y a des expériences. Alors les expériences, c'est genre baladez-vous dans des paysages incroyables de la Terre. Vous allez aller dans le Grand Canyon, vous allez aller dans tel truc et tel truc. Et c'est des sortes de vidéos ou de photos 360 degrés où oui bon il y a un petit moment où tu dis ah ouais c'est cool mais après il y a plus grand chose à faire. Pareil avec les films. Généralement les films il y a des applications Netflix ou YouTube. Bah tu vas avoir un immense écran devant tes yeux. Oui c'est sympa pour regarder le truc.
Mais par exemple, si on en parlait, si tu es dans un avion, peut-être que ça peut être sympa d'avoir cette possibilité pour regarder ton film. Encore que sur une tablette, ça marche aussi bien, je pense. Et c'est moins encombrant à transporter, ironiquement. Moins fatigant aussi. Bon, fatigant, ça va. Bah, Franchement, c'est pas du tout t'as fatigant. le poids quand même. Ouais, mais il est assez léger et puis le harnais te vient sur la tête, c'est assez bien fait. Oui, ça va te gêner un petit peu, mais c'est pas horrible. Et puis il y a un système de audio qui est hyper bien fait, c'est-à-dire qu'on n'entend presque pas quand on est à 1 mètre du truc, mais c'est presque, j'ai l'impression que c'est de la conduction osseuse. Je suis pas 100% sûr, mais j'ai l'impression, ou alors c'est des petits haut-parleurs juste au bon endroit pour t'envoyer le son dans les oreilles. Et ça veut dire que tu peux entendre aussi ce qui se passe autour de toi, donc ça t'isole un petit peu moins au niveau audio. Ça, c'est très bien foutu. D'accord. Mais t'as quand même, t'as l'impression d'avoir un grand écran devant toi, mais même si l'écran de l'appareil est de qualité supérieure à quelque chose, enfin au premier casque de réalité virtuelle ou même au PlayStation VR, tu vois quand même les pixels, donc c'est pas non plus une étape de franchie tellement grande que tu as une finesse qui te permet d'oublier que tu portes un casque. Et les expériences donc en elles-mêmes sont pas hyper convaincantes. En partie parce que au niveau matériel, on a donc les 6 degrés de mobilité, mais on n'a pas le déplacement. C'est-à-dire que si je bouge la tête, je vais pas me rapprocher de l'objet que je suis en train de voir. Et ça casse vraiment l'immersion que peut provoquer la réalité virtuelle. Pareil avec la petite manette, on en parlait quand il est sorti, mais la manette, on peut la déplacer dans tous les sens, mais on peut pas, enfin je veux dire, on peut l'orienter dans tous les sens, mais on peut pas la déplacer. Donc si moi je bouge la main, eh ben la manette ou la main qui serait modélisée, elle se déplace pas dans cet environnement virtuel. Donc là encore, ça provoque pas l'immersion qu'on peut avoir avec les autres casques de réalité virtuelle qui permettent ce type de possibilités. De gérer la proximité. Exactement. Et ça, c'est un énorme facteur pour se sentir immergé dans l'univers qu'il modélise. J'ai remis le casque, le PlayStation VR, justement, pour comparer un petit peu. Et immédiatement, d'une part, la qualité est bien meilleure que ce qu'on pourrait penser pour un appareil qui est moins cher que c'était à l'époque, hein, mais qui était censé être de moins bonne qualité que les appareils concurrents. Et puis surtout, le fait qu'on puisse se déplacer dans l'espace qui est créé, mais ça change absolument tout. Et alors en plus, quand on a les manettes, encore une fois, c'est le facteur important pour moi, le fait qu'on ait les manettes qui modélisent les mains, qu'on va pouvoir déplacer et attraper des trucs dans l'espace virtuel, c'est ça la vraie magie de la réalité virtuelle. C'est le fait de pouvoir se déplacer dedans et de pouvoir manipuler l'environnement. Et comme l'Oculus Go n'a pas ces fonctionnalités, et ben pour moi, comme je disais, c'est la douche un peu tiède. On est à un prix qui est vraiment intéressant, mais on n'a que, on va dire, 50% de l'expérience de réalité virtuelle. Et les 50% sont bien, ils sont bons, mais pour moi, c'est les 50% suivants qui font la vraie magie de la réalité virtuelle. Et c'est pour ça que le truc ne fonctionne pas, à mon sens. Donc, à la limite, je dirais autant j'étais enthousiaste sur le concept et je disais dans l'émission, ouais, ça va être super sympa, ça va pouvoir lancer la réalité virtuelle pour le grand public. Pour le coup, j'ai même peur que ça donne l'impression que la réalité virtuelle, c'est vraiment qu'un gadget, parce que tu te dis, ah ouais, j'ai testé la réalité virtuelle, mais t'as pas testé la vraie. T'as pas testé celle où tu peux te déplacer, où tu te sens immergé. T'as juste testé celle où, oui, tu as un environnement tout autour de toi et tu peux te retourner et tu vois ce qu'il y a derrière. Mais ça, c'est qu'une toute petite partie de la réalité virtuelle. Donc, déception, je dirais. Ok. Donc voilà pour ces 3 appareils et mes impressions. Écoutez, on est déjà presque à la moitié de l'émission, donc je vous propose qu'on fasse une petite pause avec le petit passage obligé de Patreon et vous dire
par quel moyen vous pouvez soutenir l'émission. Si l'émission, comme je le disais en pré-générique, si l'émission vous intéresse, si l'émission vous amuse, si l'émission vous distrait, si elle vous informe, eh ben l'émission, le seul revenu qu'elle a, c'est les auditeurs qui choisissent de la soutenir évidemment financièrement. Et ça se passe sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes de l'émission. Et les auditeurs qui choisissent de le faire, eh ben ils vont sur le site, ils décident de donner la somme qu'ils veulent par épisode et ils choisissent de soutenir le nombre d'épisodes qu'ils veulent par mois. Et ils peuvent s'arrêter absolument quand ils veulent, et c'est comme ça que cette émission peut exister. Donc je remercie très très chaleureusement les auditeurs qui choisissent de le faire, et aujourd'hui je voudrais spécifiquement remercier William Picard, Rico Pascal ou Pascal Rico, Julien Tard, Wouli, Jean-Paul Baloche, Melting Geek et Kirby Tech. Merci à vous et à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon. Bon, enchaînons avec des news de Microsoft. Microsoft qui est en train de travailler dur sur tout un tas de matériel. Et commençons avec les surfaces. Est-ce que tu utilises une surface ? Je sais que Jérôme utilise une surface et qu'il l'aime pas mal. Oui, il l'aime beaucoup. Moi, j'en utilise pas. J'en ai jamais utilisé. J'ai vu un petit peu des démos, mais c'est possible que ça change potentiellement pour gérer notre émission du matin, le TechScope. Ça pourrait nous aider à être plus efficace en live. Donc à voir, parce qu'ils ont tu sais, la fonctionnalité où tu peux surligner sur le navigateur des passages précis d'une page web. Ça, a priori, c'est quand même assez pratique et c'est vraiment ce qui nous manque actuellement sur l'iPad. C'est ça en fait, la grande promesse de la Surface, c'est enfin de réussir à allier l'OS, le système d'exploitation Windows avec un format tablette, et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont été séduits par le produit. Moi, l'un des entre guillemets problèmes que ça me pose, c'est que c'est un format un peu trop hybride. C'est-à-dire que ça reste quand même un truc relativement volumineux qui n'est pas au format d'une tablette petit format entre guillemets ou d'une tablette classique. Mais c'est pas non plus un ordinateur complet. Enfin oui, c'est un ordinateur complet, mais il n'est pas aussi puissant qu'un gros ordinateur. Et il n'a pas un clavier qui va pouvoir te permettre de le poser sur tes genoux, enfin sur tes cuisses, etc., etc. Donc c'est un truc un petit peu hybride. Et ben là, à la fin de l'année, on a eu la confirmation que devraient arriver des surfaces, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, mais mini, qui feraient une dizaine de pouces. Et il y aurait plusieurs appareils dans cette gamme de produits qui va arriver, et ça serait, disons, deuxième moitié 2018. Là, moi, je risque d'être vraiment intéressé parce que, pour le coup, tu as sur un format 10 pouces une tablette qui est un Windows complet. Et aujourd'hui, avec la puissance des matériels qu'on a, eh ben on peut peut-être envisager un Windows complet qui va pouvoir pas tout faire, mais qui va pas pouvoir tout faire, mais qui pourra faire suffisamment pour fonctionner correctement. On a aussi un Surface Pro. S'ils sont capables d'adapter, tu sais, l'interface, parce que moi j'ai toujours un problème avec cette notion où c'est pas une interface tactile, mais c'est pas une interface uniquement desktop non plus. J'ai jamais été trop convaincue par leur approche et ils ont jamais réussi à avoir un produit qui fonctionnait parfaitement de ce côté-là. Et pour moi, c'est mon plus gros doute. C'est vrai que effectivement, si on a une surface, là pour le coup, vraiment littéralement une surface d'écran qui est plus petite encore, tout de suite l'interface Windows, elle va devenir difficile à contrôler. Alors à voir s'ils vont réussir à gérer les choses, peut-être agrandir les éléments d'interface, mais du coup, si ça agrandit trop, ça pose d'autres problèmes. Mais oui, c'est une très bonne question, effectivement. Ça risque d'être J'imagine que quand ils vont les présenter, ils vont en parler spécifiquement, quoi. Ouais. Il y a aussi une Surface Pro entre guillemets 6 qui va arriver à la mi-2019 et ça sera un redesign complet de la Surface Pro. Alors là, pour le coup, la Surface Pro, c'est la grosse. Et donc, si vous voulez une Surface Pro, peut-être attendez avant d'acheter parce que bon, on est quand même à 1 an de la sortie dont on entend parler dans les rumeurs, mais ça devrait arriver et ça serait un vrai redesign de la machine. Donc là, je suis très intrigué aussi. Le Surface Hub 2, dont on avait parlé au moment de la build, devrait arriver en 2019. Donc le Surface Hub, c'est cet énorme écran à utiliser dans les bureaux. Et puis surtout... Il fait pas mal envie, celui-là. Hein. Ah oui ?
Même Ah ouais. pour les 10 000 euros, enfin, tu veux dire pour travailler, ça, c'est un truc qui t'intéresserait? Ah ouais, ça a l'air pas mal, assez modulaire et il peut se combiner avec plusieurs éléments de hub. Ça a l'air assez sympa. En tout cas, la vidéo qui montrait le produit est assez tentante. Moi, c'est ça qui m'inquiète toujours parce que ça marche super bien dans les vidéos. Et puis, quand tu essayes de le faire toi-même, tu dis, bon, envoyez ce truc sur l'écran et puis après, tu essayes de faire... Enfin, tu vois, ça marche jamais comme Exactement. dans les vidéos, mais... Ouais. Mais là, peut-être, hein, c'est l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont tout l'écosystème. Donc, t'es sous Windows, tu as le truc qui est connecté à ton Active Directory, enfin comment dire, à ton système professionnel qui régit ton entreprise. Donc, forcément, ça devrait mieux fonctionner que si c'est des appareils de différents constructeurs et développeurs. Le HoloLens, tiens, on arrive à des trucs un petit peu plus intéressants. Le HoloLens, qui est en fait une troisième version, parce que figurez-vous que la deuxième version du HoloLens était prévue pour l'année dernière, mais elle a été annulée purement et simplement par Microsoft. J'imagine qu'elle n'avait pas assez d'amélioration par rapport à la version actuelle. Eh bien, la troisième version, qui sera de fait le HoloLens 2 dans le public, devrait arriver dès le premier trimestre 2019. Donc là, on n'est pas très très loin de l'arrivée de l'appareil, et il serait plus léger, il aurait enfin un angle de vue qui serait plus large que ce qu'on avait avec le premier HoloLens qui était assez limité. On avait l'impression d'avoir un petit écran en face des yeux. Vous vous souvenez, le HoloLens, bien sûr, c'est ce casque autonome de réalité augmentée, pas de réalité virtuelle. Et donc, on a une petite visière qui tombe devant les yeux à travers laquelle on voit le monde autour de nous, mais on a aussi des images informatiques qui se superimposent, qui se superposent au monde autour de nous, et la zone dans laquelle ces images pouvaient apparaître était vraiment limitée. Donc il serait également meilleur marché que les 3 000 euros aujourd'hui, il aurait une puce de réalité d'intelligence artificielle, et il se concentrerait vraiment sur les utilisations professionnelles. Là, on est complètement dans un contexte où Microsoft a compris que son casque avait surtout une utilité pour l'usage professionnel, et donc essaierait de se focaliser là-dessus, ce qui est sans doute une bonne chose. Toi qui es une spécialiste des interfaces, tu vois une utilité à ces casques dans un cadre professionnel, ces casques de réalité augmentée complètement autonomes? Ça dépend à mon avis le secteur, évidemment. Il y a des choses qui peuvent être très utiles. Il y avait une démo où quelqu'un pouvait visualiser la structure sur lequel il travaillait, donc il pouvait voir à l'intérieur, etc. Ça peut être intéressant. Tout ce qui est domaine de l'architecture, de la conception 3D évidemment, de prototypage, ce genre de choses. Après, moi, je suis pas du tout sur ce secteur, donc j'ai du mal un petit peu à me projeter. Il faut Mais qu'il me voit avec un peu plus de Marion, c'est démonstration. l'avenir. Il faut déjà que tu abandonnes les apps et que tu commences à penser à la réalité augmentée. C'est le C'est la futur. mixed reality, Oui, c'est c'est vrai, encore c'est vrai. même différent si on en croit Microsoft. C'est vrai, si on en croit le discours marketing de Microsoft. Bon, et l'autre sujet, c'est la Xbox, donc la console de jeux de Microsoft, qui serait la prochaine génération qu'ils ont très rapidement évoquée pendant l'E3, le salon du jeu vidéo, arriverait fin 2020, et ça serait une famille de consoles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une famille de consoles? Est-ce que ça serait une moins puissante, une plus puissante, comme c'est le cas aujourd'hui avec les Xbox? Est-ce que ça serait un concept entièrement différent? On n'en sait rien, mais c'est les rumeurs dont on entend parler. On n'y est pas encore, hein. On est à 2 ans de la sortie, ce qui, mine de rien, c'est pas dans si longtemps que ça. Mais oui, la génération actuelle sera vraiment sur la fin de vie d'ici 2020. Dernière chose, ou deux dernières choses, ils sont en train de travailler sur un redesign de Office et de Office.com, et un truc intéressant, c'est que ils ont un truc qui est tout bête, mais ils ont un petit toggle, un petit bouton qui vous permet d'activer ou de désactiver les nouvelles fonctionnalités. Il y a un ruban minimaliste, il y a un nouveau design, enfin, et donc ils ont un petit bouton qui est Coming soon. Est-ce que vous voulez les fonctionnalités qui arrivent bientôt? Vous l'activez ou le désactivez, donc ça permet aux gens de se familiariser avec les trucs à leur propre rythme. Donc ça, j'ai trouvé ça assez malin.
Et Microsoft travaille aussi sur un magasin sans caisse. On en avait beaucoup parlé avec Amazon il y a quelques mois de ça, et Microsoft serait en train de travailler avec sur l'élaboration d'un magasin sans caisse, c'est-à-dire que il vous traque, il vous suit, il voit les objets que vous prenez, que vous mettez dans votre caddie ou dans votre sac, et à la fin, vous sortez simplement du magasin et vous êtes débité automatiquement. Et ils voudraient le faire en fait en tant que marque blanche pour le vendre à des grands distributeurs qui essayent de se moderniser, ce qui est hyper malin parce que ils ont déjà toute l'infrastructure, ils ont le cloud qu'il faut, ils ont Azure, ils ont le savoir-faire en analyse de l'image, en intelligence artificielle, donc c'est pas bête du tout. Peut-être qu'on aura les magasins de demain qui seront powered by Microsoft. C'est une approche assez maligne, je trouve. Oui, je m'y attendais pas du tout à ce qu'il se lance sur ce marché de magasins sans caisse, mais en effet, par rapport aux produits et autres offres qu'il propose, ça peut faire sens. Bah oui, c'est hyper malin et c'est un moyen justement, tu vois, contrairement à toi qui reste bloqué sur les anciennes interfaces d'app qui sont à l'agonie, tu ne te prépares pas à l'avenir, et ben eux ils se préparent à l'avenir, c'est très très bien. Non, mais le petit ruban Microsoft Office là, il est bien. Oui, la version, le ruban tout minimaliste là, tu l'aimes bien? Non, mais il était temps quand même. Moi je l'aime bien le ruban, mais je sais que je suis dans la minorité. Le ruban de Office, je le trouve pas mal, mais bon. Justement, puisqu'on parle de supermarchés et de retail, de grande distribution, après Monoprix et Amazon qui se sont alliés il y a quelques mois de ça, Google s'allie à Carrefour pour vendre des biens de consommation à travers Google Home, Assistant et tout simplement Google Shopping en début 2019. Et donc, ça sera Google qui fera l'interface en quelque sorte et Carrefour qui va vendre les produits et qui vous les livrera, etc. Donc Google fait simplement l'interface vers l'infrastructure d'Amazon. Bonne idée, mauvaise idée, pardon, pas d'Amazon, de Carrefour. Bonne idée, mauvaise idée pour Carrefour, c'est un petit peu s'allier à son pire ennemi, mais je suis pas complètement sûr que ça soit. Enfin, en même temps, ça leur permet de bouger et de contrer Monoprix, donc je suis pas sûr que ça soit une bonne ou une mauvaise idée en fait. Je pense qu'ils ont pas trop le choix. C'est des grands groupes français qui ont besoin de se moderniser. Ils n'ont pas forcément les connaissances et l'expertise nécessaires pour le faire. Et donc, ils sont obligés de s'allier avec des grands partenaires, que ce soit Amazon ou Google ici. Ouais, c'est vrai que c'est pas le choix. En même temps, bon, je vais prendre le point de vue positif. Moi, je pense que ça reste quand même une bonne idée. Comme je le disais pour Monoprix à l'époque, ça leur permet, dans la vision verre à moitié plein, de mettre le pied à l'étrier, en fait. C'est un début, ils vont travailler avec Google, ils vont mettre en place la moitié de leur infrastructure pour travailler au rythme de Google. Bien sûr, je suis sûr qu'ils avaient déjà des sites de vente en ligne, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, mine de rien, Google et Amazon et les autres, ils vont pas disparaître. Et ils vont être là pendant encore très longtemps. Donc, si tu réussis à être leur partenaire, ça veut dire que non. C'est quoi ce numéro de téléphone? Chut, j'ai cru que j'avais déclenché Siri. Non, en fait, c'est juste un appel. Si tu réussis à être leur partenaire, tu vas pouvoir empêcher quelqu'un d'autre d'être leur partenaire. Et ça, c'est aussi important que le fait de savoir faire ce métier-là. Les deux, en fait, vont presque de pair. Parce que si Carrefour ne s'était pas allié à Google, quelqu'un d'autre y serait allé. Donc là aussi, c'est... Tu crois que c'est exclusif comme partenariat? Moi, j'en suis pas si sûre. Peut-être pas, mais en tout cas, ils y vont en premier et ils seront le partenaire historique, on va dire. Je pense, je t'avoue que je sais pas si c'est effectivement un partenariat exclusif. C'est une très bonne question. Je me dirais que quand même, d'accord, Carrefour n'a pas toutes les cartes en main pour dicter à Google ses conditions, mais bon, c'est en tout cas une première étape. Alors oui, on peut acheter plein de choses sur Google Shopping, mais là, ça sera la destination. Tu sais, c'est comme le moteur de recherche sur votre téléphone.
le moteur de recherche par défaut qui va vous retourner une requête, le résultat d'une requête, c'est hyper important d'être présent là-dessus. Et oui, effectivement, dans ce cas-là, c'est un deal exclusif, mais même si ça c'était pas, même si c'est le truc par défaut, bah c'est énormément de business en plus. C'est comme une recherche Google qu'on va faire sur Google, on va sur le premier ou le deuxième résultat, on va rarement au-delà. Donc c'est quand même un avantage compétitif important, je pense. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est aussi faire un peu rentrer le loup dans la bergerie. Et pour Google, c'est un sacré pied. Ils viennent de rentrer quand même de manière assez intéressante avec Carrefour et ce partenariat dans être plus visible auprès des consommateurs sur la notion de faire ses courses en ligne Ouais. et de compter sur Google. Donc c'est ça aussi le danger évidemment pour le groupe Carrefour. C'est sûr, mais enfin, je dirais que le loup est déjà dans la bergerie, en fait. Le loup est déjà dans la bergerie et Google. Alors oui, ça va permettre aux gens de se dire ah bah je vais aller sur Google pour faire mes courses. Et si dans 5 ans ils passent à un autre partenaire privilégié, et ben forcément Carrefour sera un petit peu dans l'embarras. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire maintenant quand même, quoi. Je pense que là encore, on revient à cette conclusion que tu donnais au début, en fait, c'est que bah ils ont pas le choix. Il faut y aller, quoi. En parlant de gens qui n'ont pas le choix et qui essayent de faire des choses pour se démener, on a eu l'annonce il y a quelques jours de Salto, qui est une initiative de plusieurs groupes médias français, à savoir c'est TF1, M6 et quelqu'un d'autre, je sais plus, France Télévisions, voilà. Donc des gros acteurs médias français qui ont décidé de lancer une offre pour rentrer en compétition avec Netflix. C'est un service over the top de la SVOD, donc de la subscription VOD, de l'abonnement vidéo à la demande par abonnement. Bon, enfin, tout le monde connaît Netflix. Et donc, ils appellent leur service Salto. Et ils vont avoir d'abord tous leurs programmes, donc France Télévisions, M6 et TF1, qui réunissent leurs programmes et qui vont déjà les rendre disponibles en abonnement sur cette plateforme. Et qui en plus de ça va à terme produire plus de choses. Enfin, ils auront leur plateforme, ensuite ils feront ce qu'ils veulent. Elle va être un petit peu moins chère que Netflix, ça sera 7 € par mois sans engagement pour la formule premium. Il y aura peut-être des formules un petit peu moins chères aussi. Et comment dire, il y a beaucoup de gens qui ont dit ah là là, ils vont héberger ces trucs sur AWS, sur Amazon Web Services. Bien joué les gars, vous alimentez l'ennemi. Ou alors Netflix rigole. Qu'est-ce que c'est que ces petits joueurs qui viennent les chatouiller? Moi, je trouve que c'est très, d'une part, cynique comme vision, et puis court-termiste. Parce que là encore, court-termiste, c'est peut-être déjà trop tard, mais ils n'ont pas le choix. Il faut y aller, et ce type d'abonnement, de service par abonnement, c'est ce que veulent les consommateurs. Donc, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut réussir à venir proposer quelque chose aux consommateurs. Sinon, bah forcément, si tu n'essayes pas, t'as très très peu de chances de réussir. 100% des gagnants ont tenté leur chance, tu vois. Alors oui, tu peux te planter, mais moi je trouve que c'est hyper positif comme initiative. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà ce genre de stratégie qui est en place dans pas mal d'autres pays avec d'autres types de chaînes. On se demandait un petit peu, mais pourquoi on n'a encore pas ce genre d'offre disponible en France? Donc c'est plutôt en effet très positif qu'au moins ils essayent et ils tentent l'aventure avec cette offre, cette première offre qui quand même se place en dessous de celle de Netflix. Donc c'est quand même un bel effort. Maintenant, ils vont devoir jouer du coup sur le même niveau que les grands comme Netflix. Enfin, et encore, c'est pas un grand finalement, mais avec la production de contenu. Et l'offre de contenu qui sera disponible sur ces plateformes. Donc, on va plus pouvoir prendre l'excuse de « Ah, mais c'est la télévision. Bon, bah, on a les programmes de la télévision. On aime, on n'aime pas. Si on n'est pas content, on va ailleurs. » Là, ils vont devoir se battre avec des programmes qui vont intéresser ou pas l'audience. Ouais, c'est sûr. Mais je crois que déjà, il y a quand même pas mal de gens qui vont se prendre Salto juste pour le principe d'avoir France Télévisions, M6 et TF1. Tu vois, les chaînes, moi personnellement, je regarde plus du tout la télévision, ça fait des années.
peut-être que je pourrais être intéressé par l'idée de prendre un abonnement à Salto parce que c'est simple, j'ai juste pas de télévision, donc enfin pas de télévision, je veux dire j'ai une télé mais j'ai pas d'accès à la télé, ma box elle est pas branchée, enfin j'ai même pas envie de la brancher. Là, tu te dis bon bah je prends l'abonnement, j'ai une app sur toutes les plateformes de box connectées à la télé, bah c'est plus simple. Et effectivement, s'ils se mettent ensuite à produire des choses, mais ils produisent déjà beaucoup, mais s'ils se mettent en plus à produire des choses spécifiquement pour ces plateformes, ça peut être aussi intéressant. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est une évidence. Si, c'est une évidence, mais il fallait le faire et prendre l'approche. Ils sont bien gentils. Ils sont bien gentils de venir faire ça, mais ça nous fait doucement rigoler. Moi, je pense que c'est pas la bonne. Avec ce genre d'optique, tu fais jamais rien. Donc, oui, c'est ça. Au moins, ils essayent. Maintenant, reste à voir comment ça va être et comment sera l'expérience proposée. Ça sera intéressant de regarder justement l'effort qu'ils font avec Salto. Et ça sera intéressant de voir aussi l'évolution avec Molotov ouais. à côté, qui eux ont déjà une base d'utilisateurs actifs quand même bien présente, quoi. Ouais, ils sont, alors, selon l'informaticien, ils sont à 2 millions d'utilisateurs actifs, ce qui est quand même pas mal pour Molotov. Moi, je suis sûr que... Mensuel, ouais. Je suis sûr que la force de France Télévisions, M6, TF1, enfin, on a beau rigoler de « Ah, c'est l'ancienne télé », il y a énormément de gens qui regardent. Donc, voilà, moi, je pense que c'est absolument quelque chose d'intéressant pour les utilisateurs. Mais ça serait intéressant de voir si les personnes qui sont justement qui continuent de regarder la télé sont prêts à bouger pour une forme de consommation différente. Ce serait intéressant de voir ça. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, je pense que petit à petit, les gens qui regardaient la télé avant, quand ils passent à une box Android ou Apple TV, ils vont forcément prendre généralement, ils vont prendre cette app. Donc... Bon, enchaînons avec, Thomson, encore un fleuron de l'informatique française. Ils reviennent encore avec le Neo 10. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Neo 10 ? C'est un ordinateur. Oui, j'ai été assez étonnée d'ailleurs par l'article. Je te laisse poursuivre. Combien tu veux pour cet ordinateur ? Alors, le Xiaomi, on en parlait tout à l'heure, il est à 150-200 euros. Combien tu penses que coûte cet ordinateur ? Tu as vu l'article, mais on va dire quoi ? 230, 250, oui, c'est 150 ça, oui, au moins. Même pas. Non, j'aurais dit au-dessus de 200, ça c'est sûr. Et ben en fait, c'est 99 € pour un ordinateur. Alors c'est un petit peu le concept des netbooks, c'est-à-dire que c'est un ordinateur vraiment bon marché qui va pas faire grand-chose, mais aujourd'hui, je pense que technologiquement, on peut avoir une machine qui tourne à peu près correctement pour ce type d'usage, c'est-à-dire un petit peu de traitement de texte, un petit peu d'internet, pour 99 €. C'est un tout petit écran, ça va être sans doute une qualité qui est pas optimale, mais il n'empêche, il y a des ports USB, il y a des ports HDMI, il y a un jack, pour 99 €, là encore, on a certains usages où ça peut être intéressant et c'est un vrai ordinateur qui fonctionne comme un vrai ordinateur. Si je ne m'abuse, il y a même Windows qui est inclus avec le prix. Certains d'entre vous pourront dire qu'il faudrait Linux, mais je suis sûr qu'on pourrait le faire aussi. C'est un écran de 10 pouces, donc c'est tout petit, mais la résolution est quand même 1024 par 600. Il y a 1 giga de RAM, il y a 32 gigas de stockage. C'est une toute petite machine, mais c'est une sorte de netbook qui pourrait fonctionner, quoi. Pour 99 €, pas mal. C'est ce qu'on appelle rendre la technologie accessible à tous. Exactement. On parlait du Xiaomi tout à l'heure. Ben voilà. Là, moi, je me demande si le Xiaomi est pas quand même un meilleur deal. Hein, pour le coup, il est quand même plus performant. Mais bon, c'est un autre usage. Toujours dans des histoires de notre pays, on a visiblement Bouygues qui a fait une offre pour SFR. Donc, on serait en train de revenir à un marché à 3 opérateurs mobiles avant la fin de l'année. Ça n'a pas encore été confirmé, mais moi, ça m'inquiète un tout petit peu. J'en avais déjà parlé. Mais bon, comme je disais, tant que Free est encore dans le lot, ça va. Mais il n'empêche que 3 opérateurs, c'était quand même pas du tout le même environnement à l'époque, quand on n'avait que 3 opérateurs qu'aujourd'hui, avec 4. Et ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, peut-être que le marché en a besoin, mais... et entre parenthèses, aux États-Unis, il y a eu une énorme fusion qui a été acceptée par un juge
qui est la fusion entre AT&T et Time Warner. Et ça, c'est l'union entre les fournisseurs d'infrastructures et le contenu, et c'est hyper dangereux, surtout à un moment où la neutralité du net a été enterrée aux États-Unis encore. Enfin, enterrée, encore que on revient à la situation dans laquelle on était il y a quelques années. Donc, c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est préoccupant, surtout que avec ce type de fusion. Alors, il y a deux visions. Certains disent mon Dieu, ça y est, on va nous empêcher de voir certains contenus si on est chez tel opérateur parce qu'ils sont aussi possesseurs d'autres contenus et donc ils vont faire du préférentiel, etc. Et d'autres disent oui, mais enfin ils sont gentils tous ces gens-là, mais ils sont en train de mourir à petit feu et ils se débattent autant qu'ils peuvent, mais ça va pas changer le fait que le monde est en train d'avancer. Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui sont inquiets, mais je comprends qu'on est peut-être... Oui, moi aussi. Oui, toi oui, aussi. Parce que là, c'est, je veux dire, ils ont créé une énorme société qui a un contrôle vraiment sur la distribution et le contenu. Comment ce contenu est acheminé vers les maisons. Donc, quand on connaît le marché aux États-Unis, c'est pas forcément réjouissant quand même. C'est sûr. Et aux États-Unis, le marché est très différent de celui qu'on a ici. La plupart des internautes n'ont le choix qu'entre un, voire limite deux, mais encore c'est pas sûr, fournisseurs d'accès à haut débit. Pas le choix. Voilà, en fait, ils n'ont pas le choix. Donc, et en plus, la neutralité du net a été oxyse, je sais plus comment on le conjugue, avec l'argument qu'on nous ressort à chaque fois, c'est genre oui, mais du coup, ça va permettre aux gros fournisseurs d'accès d'engager les travaux pour connecter encore plus de monde, comme ça, ils peuvent faire des investissements, machin truc. Enfin, vraiment, c'est à chaque fois on nous le dit et ça se passe jamais. Ils vont faire des investissements sur le dos des utilisateurs qui pourront pas payer. Enfin, c'est ça, ouais. Ça, encore une fois, c'est le vrai problème où il y a déjà ce problème d'Amérique à deux vitesses et là, c'est encore la porte ouverte à ce genre de pratique. Oui, voilà, c'est ça. La porte ouverte à toutes les fenêtres. Ouais, non, enfin moi, je suis. Disons que comment dire, certains ont peut-être une image de moi qui est particulière au niveau politique, mais là, je crois qu'on a vraiment un exemple, encore une fois, d'un capitalisme débridé où même pas les désavantages, mais enfin les problèmes et les failures, les échecs de ce système sont vous tape dans l'œil de manière hyper claire. Enfin, aux États-Unis, la situation de la bande passante du très haut débit en dehors des grandes villes est dramatique. Donc, bref. Et là, ça va justement, cet accord qui a été donné à la fusion va justement de nouveau ouvrir la voie à d'autres potentielles énormes fusions qui vont se mettre en place. On entendait que Comcast était en train de faire de considérer l'idée de faire un rachat de la Fox. Mais c'est déjà fait, oui. Enfin, ils ont fait une offre. Oui, J'avais pas vu. Mais non, mais il faut la laisser à Disney pour que Marvel récupère les 4 Fantastiques et les X-Men. Eh bien, justement, t'as tous les fans qui ont commencé à s'offusquer et à élever la voix pour encourager Disney parce qu'alors ils ont fait une offre bien supérieure à celle de Disney. Hein. Oh non! Ah là là, mais Disney, vous avez énormément d'argent, ça serait de l'argent bien placé. Bon, bref. Quoi d'autre? On aurait une possibilité d'arriver de l'USB-C sur les iPhones l'an prochain, hein, pas cette année, mais en 2019. Ce sont des rumeurs encore, mais l'iPhone a le Lightning depuis maintenant, ça fait quoi, 8 ans? Peut-être un petit peu moins. Attendez que je retrouve. Je dirais moins, ça me semble quand même beaucoup plus récent que ça. Ouais, je sais plus, attends. Que je recherche rapidement. Peut-être 4-5 ans, peut-être. Peut-être un petit peu moins que ça. Attends. Que je retrouve Lightning. Bon, je sais plus, bref. Je vais faire un googling. Ah, peut-être qu'il faudrait que je demande à mon Amazon... Non, mon Google Home. Hop. USB. Lightning Connector, c'est en 2012. Donc, ça fait 6 ans quand même déjà. Tu te rends compte? Ah oui. J'imaginais parce que ça me semble beaucoup plus récent que ça. Ouais, c'était 2012 et du coup, s'il le change l'année prochaine, ça ferait 7 ans. C'est pas si court que ça, hein. Mais oui, donc l'USB-C, ça serait bien qu'il passe à l'USB-C pour être en accord avec tout le reste de l'industrie. Il serait temps.
Et entre parenthèses, ils ont trouvé une idée super intelligente pour contrer, tu sais, les petites box qui peuvent débloquer un iPhone pour la police ou pour les services de renseignement. Et ben, dans la prochaine mise à jour d'iOS, tout simplement, il désactive les données, le passage des données sur le port Lightning au bout d'une heure de non-utilisation de l'appareil. Ce qui veut dire que, de non-déblocage de l'appareil. C'est-à-dire que si vous n'avez pas débloqué votre appareil pendant une heure, bien sûr, le chargement se fait toujours, mais par contre, les données peuvent plus passer. Donc, les appareils qui communiquent par port Lightning pour débloquer le téléphone, eh ben, ils pourront plus faire ça. C'est hyper simple, mais hyper malin comme méthode. Tout à fait, mais du coup, ça va être encore les forces de l'ordre qui vont crier à Apple qui s'acharne pour contrer l'effort des forces de police, exactement. Alors qu'en fait, Apple essaie aussi d'empêcher les méchants garçons de faire la même chose que les forces de police. Exactement. Et puis, très sincèrement, c'est une question de sécurité, ça affecte tout le monde, effectivement. Bien sûr. C'est contre les hackers et contre tout le monde, quoi. Parce que si la police peut débloquer votre téléphone, n'importe qui peut le faire aussi. Ils ont été poussés à bout, là, les équipes d'Apple, par l'espèce de device Grayshift, là. Mais c'est exactement ça, ouais. C'est Gray quelque chose. Comment il s'appelle ? C'est Grayshift ? Oui, je crois que c'est Grayshift. Oui, je l'ai trouvé dans l'article, ouais, c'est bien ça. C'est ça. Intel est en train de débarquer sur le marché des processeurs graphiques. Alors, ils font des processeurs graphiques intégrés depuis très longtemps à leurs processeurs, mais ils ont pas dit exactement comment ils le feraient. Mais en 2020, ils sortiraient leur premier processeur graphique indépendant, donc autonome. Tu pourrais acheter un processeur graphique qui serait de marque Intel, de la même manière que tu peux faire ça pour AMD et Nvidia aujourd'hui. Donc c'est de la concurrence bienvenue, je pense, dans ce marché qui intéressera beaucoup les gamers. Et enfin, je vais conclure avec le bruit que vont faire les voitures électriques Jaguar. Je ne sais pas si tu as entendu ça, mais évidemment, les voitures électriques qui n'ont pas de moteur à explosion font pas de bruit, et ça peut être dangereux d'avoir une voiture qui se déplace sans bruit. Donc, les voitures Jaguar, ils ont révélé le bruit qu'ils allaient faire. Attends, je vais jouer ça. C'est pas mal, non ? Ça rappelle quand même les belles voitures qui ont de la puissance sous le capot. C'est ça, mais avec un air hyper science-fiction, quoi. Moi, je trouve ça un petit peu, ça fait Tron, ça fait... Alors attends, j'ai Jérôme... Oui, t'as Jérôme, quoi ? J'ai Jérôme qui est tout content du bruit que fait son aspirateur Dyson. Et toi aussi, maintenant, t'es content du bruit de ta future Jaguar électrique. Non, mais oui. Bon, alors, ma future Jaguar électrique. Patreon.com/rdvtech pour la future Jaguar électrique de Patrick. Mais franchement, c'est pas mal. Enfin, en même temps, bon, ce type de voiture électrique, elle pourrait faire n'importe quel bruit. Genre, tu fais le bruit de, je sais pas moi, un poulet en rut ou ce genre de truc. Tu fais ce que tu veux. Mais peut-être que tu sais, ça sera des fonctionnalités que tu pourras changer. Genre, il y aurait un nombre. Tu changes la sonnerie de ta voiture comme celle de ton téléphone. Exactement. Exactement, je pourrais fournir aux patriotes à partir d'un certain niveau une chanson chantée par Patrick qui pourrait entendre et faire entendre au monde quand il se déplacerait dans la voiture. Ça serait pas mal à la place du moteur. Oui, entre parenthèses, Tesla a licencié 9% de ses salariés là. Donc, je sais pas si c'est la fin de la fête chez Tesla. Je pense pas. Je pense qu'ils resserrent la ceinture un petit peu pour être bénéficiaire, mais bon. Et t'as vu le bad buzz aussi qui s'est passé ce week-end où il y a une des modèles de Tesla qui a pris feu comme ça, sans accident. Ouais, ça a été filmé par une actrice dont en fait c'était la voiture de son mari et il était en train de conduire et des conducteurs lui ont fait signe qu'il devait s'arrêter et se garer et sortir immédiatement de la voiture et en fait elle avait pris feu. Mais quand tu vois le feu, c'est genre il y a un jet de feu. En fait, tu vois le lance-flamme d'Elon Musk, il l'avait reconverti dans la voiture. Ça fait vraiment cet effet-là. Hein. Donc, mais remarque, c'est des batteries, donc forcément, ça peut, à un moment, ça peut mal se passer, mais en plus, il n'y avait pas d'accident ou quoi que ce soit qui aurait déclenché le feu. C'est ça qui est étonnant. Ouais, c'est toujours le problème. Il y a des voitures qui ont toutes les voitures sont des engins mécaniques et électroniques aujourd'hui complexes.
Donc il y a toujours des trucs qui peuvent mal se passer, mais effectivement, quand c'est sur une voiture électrique, c'est un petit peu mal, quoi. Ouais, là, ça a été très très médiatisé. C'est un peu le problème pour Tesla. Il y a beaucoup de voitures qui ont des accidents et qui prennent feu, mais c'est d'autant plus médiatisé quand c'est Tesla et que c'est une voiture électrique. Bien sûr, ouais. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça montre un petit peu avec cette histoire de licenciement, ça montre un petit peu le décalage qu'il y a entre la personnalité médiatique de Elon Musk qui est super cool, qui fait tout, qui réussit tout, et puis ensuite la réalité de ces entreprises où ça se passe, c'est des entreprises quoi. Donc parfois il y a des trucs qui fonctionnent pas bien, il y a des problèmes, il faut gérer, c'est pas aussi Golden Boy que ne peut le laisser penser l'image qu'il a sur le net quoi. Et puis quand tu lis sa biographie, il rigole pas, hein. Oui, ah bah oui, non, ça c'est sûr, oui. Bon, dernière petite news que je mentionne rapidement. Vous savez que le Steam Link, l'application de Valve l'application de Valve pour streamer les jeux depuis son logiciel Steam sur PC vers les applications, vers les appareils iOS ou Apple TV, elle avait été refusée par Apple pour tout un tas de raisons. Là, ils ont soumis une nouvelle version qui interdit l'achat depuis l'application, l'achat de jeux depuis l'application. Donc, on peut espérer que ça arrivera dans l'App Store à un moment. Ils n'ont pas abandonné, quoi. Donc, on verra ce que ça donne. Et c'est la fin de cet épisode. Déjà, on s'est tenu à presque 1 heure, presque. C'est pas souvent le cas, mais on va s'en féliciter. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marion. Avant de se quitter, je voudrais quand même recommander aux auditeurs d'aller écouter le rendez-vous jeu. J'évoquais l'E3 tout à l'heure, la grande fête du jeu vidéo, le grand salon du jeu vidéo où il y a plein d'annonces, plein de jeux qui sont montrés. On a fait un grand résumé de l'E3 dans le dernier épisode du rendez-vous jeu. C'est l'épisode 87. Il est disponible sur votre app de podcast. Vous cherchez le rendez-vous jeu et vous allez retrouver le logo toujours de couleur rose framboise magnifique. Et si vous écoutez peu de trucs sur les jeux vidéo, c'est vraiment l'un des épisodes à écouter parce que c'est l'un des 2 moments de l'année où il se passe des trucs intéressants pour tout le monde et pas que pour les fans super hardcore de jeux vidéo. Donc c'est le rendez-vous jeu sur votre app de podcast. Et merci Marion d'avoir été là avec moi pendant cette petite heure de technologie. Merci à toi de m'avoir permis de participer, c'était toujours un plaisir. C'est un privilège de t'avoir. Est-ce que tu peux nous dire où les auditeurs peuvent te retrouver ailleurs sur l'internet ? Bien sûr, vous pouvez toujours me retrouver 2 fois par semaine sur l'émission Techscope, sur le live du matin de la chaîne Naotech, et sinon sur Twitter au pseudo Aisea Design. Et le lien sera bien sûr dans les notes de l'émission, comme toujours. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous pouvez venir commenter si vous avez des choses à dire sur les appareils dont on a parlé, le Xiaomi, le Google Home Mini ou l'Oculus Go ou d'autres choses dont on a parlé dans cette émission. Si on avait raison ou tort, ou si vous voulez apporter votre témoignage en plus, il y a plein d'auditeurs qui le font et qui apportent un complément super intéressant aux émissions. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, si vous l'appréciez, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech, comme je le dis à chaque fois. Vous choisissez le montant, la durée, vous vous arrêtez comme vous voulez. Donc, c'est le meilleur business model de la Terre. Et si vous appréciez l'émission, ça serait un privilège pour moi que vous pensiez peut-être à la soutenir. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 1 semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous! Ciao!